Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la géopolitique et à l'histoire du Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et d'actualité, l'influence de l'Iran dans la région. Depuis l'avènement de la République islamique iranienne en 1979, Téhéran n'a eu de cesse d'étendre son réseau entre influence politique, alliance stratégique et proxy armé. Bref, un casse-tête pour les néophytes. Mais pour en parler, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Alexandre Goudarzi. Alexandre n'est pas un expert derrière son bureau, c'est un homme de terrain. Alexandre a sillonné le Moyen-Orient pendant de nombreuses années. Il a dirigé la mission d'SOS Chrétiens d'Orient en Syrie de 2015 à 2020, en pleine guerre civile. C'est à cette époque où je l'ai rencontré en 2019. Nous avons travaillé, collaboré ensemble. C'est également au cours d'un de ses voyages qu'il a malheureusement connu l'enfer d'une détention de 66 jours entre les mains d'une milice irakienne. C'est une expérience qu'il raconte dans un livre, Guerrier de la paix, aux éditions du Rocher. Aujourd'hui, avec Alexandre, nous allons tenter de vulgariser, de comprendre et d'analyser la position de l'Iran au Moyen-Orient, son idéologie révolutionnaire, sa volonté d'exportation aux quatre coins du Moyen-Orient. Nous allons revenir bien évidemment sur la création du Hezbollah, sur son influence dans le conflit syrien, son influence également sur le territoire irakien, également au Yémen et à Gaza. Alexandre, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour cette belle présentation et puis ravi de pouvoir échanger sur tout cela et évidemment de le rendre le plus accessible possible à ceux qui nous écoutent. Voilà. En espérant être évidemment à la hauteur des exigences du public. Pour démarrer cet entretien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une question plutôt d'actualité, à savoir, depuis le 7 octobre 2023, il y a eu un chamboulement géopolitique majeur avec l'attaque du Hamas en territoire israélien et également cette volonté du coup iranienne d'user et d'utiliser son réseau de milices au Moyen-Orient, donc au Yémen, au Liban, en Irak et à Gaza, pour affronter Israël. Mais quand on fait le bilan de ces 15 mois de conflit, est-ce qu'on peut se dire que l'influence ou la stratégie iranienne a échoué face à l'État hébreu? Effectivement, franchement, quand on regarde bien de près l'évolution, parce que c'est parti vraiment dans une escalade de violence, c'était la première fois qu'on a vu comment Israël a attaqué l'Iran en Syrie, notamment la maison de l'ambassade, et comment les Iraniens ont riposté pour la première fois à feu nourri sur le territoire israélien. Donc on a vu qu'on était rentré dans une escalade de violence. On se demandait jusqu'où ça allait nous mener. Évidemment, les pays qui sont au milieu, je pense notamment aux Libanais, aux Syriens, qui en ont subi les conséquences directes. Il y avait de grandes inquiétudes concernant tous ces événements. Et là, effectivement, ce qu'on a pu observer dernièrement, c'est que le Hamas a quand même été coupé on a vu les cadres du Hamas se faire éliminer les uns après les autres. Les cadres du Hezbollah au sud du Liban et au sud de Beyrouth également qui ont été éliminés les uns après les autres. Si on regarde un organigramme du fonctionnement du Hezbollah, c'est quand même énormément de gens qui ont été éliminés. Oui, ils ont publié dernièrement un organigramme comme quoi il y avait plus d'une cinquantaine de têtes du parti politique et militaire qui avait été voilà. Et ça c'est des années d'investissement, c'est des années d'idéologie, c'est des années de formation, ça s'inscrit sur plusieurs décennies et dans des contextes qu'on connaît très houleux, et l'évolution dans cette évolution des conflits israélo-arabes et ensuite vraiment très israélo-libanais, donc évidemment ça c'est une grande perte en fait pour l'Iran, pour son pouvoir de nuisance entre guillemets sur la pression qu'ils peuvent mettre à Israël, et puis en fait la perte de la Syrie en fait tout simplement, c'est quelque chose d'énorme. Donc c'est le Hamas, le Hezbollah et la Syrie. Donc effectivement quand on regarde les différents acteurs internationaux, régionaux et internationaux sur la scène syrienne, là si je parle vraiment du conflit syrien, on peut dire que les plus grands gagnants sont les Turcs. Israël ne sont pas en reste non plus. D'ailleurs la sortie de Hayat Tahrir al-Sham qui était stocké, isolé dans la région d'Idlib, basé à Idlib. Exactement. Pour ne pas parler que de Hayat Tahrir al-Sham, il y a eux et il y a tout un autre groupe, il y a tout un tas d'autres groupes islamistes qui y sont plus ou moins affiliés. Donc il est clair que les Turcs sont les grands gagnants, les Israéliens évidemment aussi. Oui, parce que Netanyahou l'a dit qu'il voulait tout simplement changer la face du Moyen-Orient en luttant contre le Hamas et tous ses alliés, dont le parrain iranien, pour couper tout simplement les vivres de ces influences un peu bien sûr. Et après il est clair que en tout cas la Knesset
il y avait véritablement ce débat en fait. Qu'est-ce qu'on préfère avoir, des fanatiques chiites à nos portes ou des sunnites? Il n'y avait pas l'unanimité pour dire qu'il fallait absolument dégager les chiites, mais en tout cas, on sait qu'ils ont su cohabiter avec les islamistes. Si on regarde les cartes des positionnements des différentes factions islamistes de l'opposition au gouvernement syrien pendant toutes ces années de guerre, on remarquera que Daesh, donc l'État islamique et Jabhat al-Nusra, ou une de ces ou comment dire des gens qui s'y rapprochent dans la logique, dans la pensée, voilà, ils étaient complètement adossés sur le Golan annexé par Israël donc depuis 67 et enfin, dans le conflit ils étaient complètement annexés sur des portions de territoire qui sont contrôlé par Israël. Et on sait que quand il faisait la guerre donc au gouvernement syrien et aux Iraniens qui sont alliés à l'armée syrienne, eh bien ces djihadistes étaient soignés en Israël. Dans les hôpitaux israéliens pour être renvoyés ensuite sur le terrain syrien, casser du soldat syrien et des milices iraniennes, des factions chiites. Donc on voit que les sunnites leur ont jamais trop posé de problème et qu'il y avait la hantise de voir les chiites se rapprocher trop d'eux, donc la puissance iranienne, mais c'était pas en fait, ce que je veux dire, c'est que le fait de vouloir les dégager entièrement et de laisser la place à leurs ennemis ancestraux, donc ces sunnites fanatiques, c'était pas forcément quelque chose qui était apprécié par la majorité des Israéliens. Mais surtout, en plus, on peut voir que les Israéliens n'ont jamais véritablement considéré Bachar al-Assad comme leur ennemi. C'était plutôt le fait que Bachar al-Assad était sous influence iranienne, que le territoire syrien servait pour l'acheminement des armes vers le Hezbollah. Il y avait des bases iraniennes. Bien sûr. C'était, il y a toujours eu en fait C'était le moindre mal pour les Israéliens. Bien sûr. Après, l'incarnation du nationalisme arabe sur le plan idéologique reste quand même un certain affront par rapport à la notion de sionisme qui est beaucoup plus exclusif que le nationalisme arabe n'est justement inclusif. Voilà, donc il y avait déjà mais effectivement, et de toute façon, même on le voit dans la politique qu'on avait eue à l'époque avec Sarkozy, il y a toujours eu une volonté de l'Occident de désolidariser la Syrie de l'Iran sur le chemin pour Beyrouth en fait et l'exportation du modèle révolutionnaire sur la Méditerranée. Je veux pas anticiper sur ce qu'on va dire après, mais pour vraiment répondre à la question, même si on a un petit peu dévié pour bien expliquer, les grands perdants en fait entre les Russes, les Turcs, les Israéliens, les grands perdants ce sont les Iraniens. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils vont pas se ressaisir, ça veut pas dire que la situation en Syrie c'est une situation qui va rester. On a connu des situations entre guillemets plus ou moins similaires. Si on regarde le cas égyptien, ça s'est fait sur le processus un peu plus électoral. On avait Morsi qui était au pouvoir, mais un an après, il a été balayé par ceux-là même qui l'avaient porté au pouvoir. Donc, les combattants de Hayat Tahrir al-Sham, pour reprendre les chiffres que Fabrice Balanche avait donnés au Sénat, on parle de 30 000 hommes. Ça ne veut pas dire que l'opposition syrienne islamiste n'est composée que de 30 000 hommes, mais on parle de 30 000 miliciens de Hayat Tahrir al-Sham. Ce n'est pas suffisant pour tenir un pays. Il y a des Druzes qui sont assez énervés, qui sont guerriers, qui ont des moyens aussi pour être dans l'autodéfense. Les chrétiens, bon, généralement, ils s'associent à d'autres branches un peu plus guerrières, mais ils ont été démilitarisés. On les a dépossédés de leurs armes, eux ainsi que les Alaouites. Certainement que tous les Alaouites n'ont pas rendu leurs armes. Les Kurdes aussi sont sacrément guerriers. Alors là, on a vu qu'il y avait aussi ce cessez-le-feu avec le PKK, Apoel Jalan, etc. Qu'est-ce que ça va changer sur le théâtre syrien? Mais en tout cas, il y a quand même une opposition régionale assez sérieuse aux quatre coins de la Syrie. Donc peut-être que ce système-là va changer. Mais il est clair que l'influence iranienne qui est dans la région depuis au moins la République islamique d'Iran et son instauration en 79 a pris quand même un sacré coup dans les côtes en fait. Oui, totalement. On le voit comme tu l'as expliqué du Liban à la Syrie en passant par Gaza. Mais ça serait bien d'expliquer un peu pour les personnes qui nous regardent du coup la contextualisation de l'idéologie iranienne, son hostilité vis-à-vis d'Israël, son hostilité vis-à-vis des États-Unis et dans une moindre mesure aux pétromonarchies du Golfe. Parce que c'est hérité d'un courant de pensée révolutionnaire, islamiste. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre un petit peu la logique de l'Iran. Je me permets de faire une petite digression pour rappeler à ceux qui nous écoutent ce qu'a été l'Iran pendant longtemps. Alors je vais pas remonter à l'époque de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, évidemment, mais il faut se souvenir que avant la révolution islamique, les Iraniens n'avaient pas la réputation d'être des anti-américains patentés en fait. C'était plutôt l'inverse en fait. L'Iran, l'État impérial d'Iran,
À l'époque du Shah. À l'époque du Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi, c'était un homme en tout cas qui appliquait une politique plutôt pro-états-unienne. On l'appelait ce pays le gendarme du Golfe. Et il y avait effectivement, en tout cas à cette époque-là, il était complètement aligné sur le modèle américain. Ça a été un des premiers pays musulmans à reconnaître l'État d'Israël, derrière les Turcs, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, dans sa volonté de moderniser le pays, le Shah d'Iran s'était fait beaucoup d'ennemis. À l'époque, si on se souvient du combat pour nationaliser les ressources énergétiques, enfin, en tout cas le pétrole iranien, déjà à l'époque de Mossadegh, qui s'était fait balayer par un coup d'État en 53 exactement, alors qu'il était Premier ministre, donc avec le soutien, donc ce sont les Britanniques et les Américains, avec l'approbation, exactement l'opération Ajax, avec l'approbation du Shah d'Iran, pour le faire dégager. Mais une décennie plus tard, le Shah d'Iran va mettre en place des réformes qu'on appelle les réformes agraires, mais c'est une partie en fait de ces réformes-là. Il va mettre en place des réformes qui finalement montrent qu'il avait une politique qui rejoint celle de son premier ministre qui, 10 ans plus tôt, l'avait fait dégager. Donc il est dans une logique où en fait il a envie de redonner les lettres de noblesse de la Perse. Je crois qu'il y avait une sorte de complexe de voir que les Iraniens, les Perses, se retrouvent à la même table des négociations, à égalité avec des États arabes qui n'avaient pas plus de 100 ans d'existence. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas plus de 100 ans d'histoire, mais ils n'avaient pas plus de 100 ans d'existence, puisque les États arabes en tant que nation sont le fruit des accords Saïx-Picot pour la majorité d'entre eux et de la chute du califat ottoman en 1924, en tout cas de son abolition en 1924. Et donc, il y avait aussi, on est dans un contexte de guerre froide, et l'URSS borde toutes les frontières septentrionales de la Perse. Et ça, en fait, il faut recontextualiser et bien réaliser qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de bases américaines autour de l'Iran, mais à l'époque, la menace n'était pas américaine, elle n'était pas états-unienne, elle était russe, elle était soviétique. Donc il n'y avait pas, comme on parle de toutes ces républiques caucasiennes, donc c'était juste le Caucase en fait, c'était l'URSS. C'était pas Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, de même les républiques d'Asie centrale. Donc vraiment, dans le Caucase et en Asie centrale, sur toute la bordure la frontière turkméno-iranienne, et en Afghanistan où les soviétiques étaient entrés depuis 1978, donc l'Iran était complètement bordé au nord et à l'est de l'URSS. Donc il y avait évidemment pour les États-Unis une logique dans un contexte de guerre froide de s'inquiéter de voir les Iraniens basculer dans le giron soviétique. C'est la raison pour laquelle, et ce des décennies avant même la révolution, il y avait eu ce pacte de Bagdad pour ceinturer, donc c'est la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, avec le Royaume-Uni, et un peu plus tard, en 58, rejoindront les Américains, les Libanais, et il y avait d'autres alors il y avait beaucoup d'Arabes qui y étaient opposés, parce qu'ils étaient alliés des Soviétiques. Pour permettre aux personnes de comprendre, ce pacte de Bagdad, c'était un pacte un peu anti-soviétique, piloté par les États-Unis. Exactement, c'est pour bloquer l'influence soviétique afin qu'elle ne fasse pas de plus d'adhérents qu'elle en avait déjà fait, parce qu'elle a quand même répandu son idéologie dans au moins la moitié du monde. Donc il y avait vraiment ce contexte depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre les États-Unis capitalistes, libéraux, et puis le soviétisme, le communisme russe. Donc ce pacte de Bagdad qui est né en qui a été créé en 1955, puis qui sera dissous en 1979, eh bien l'Iran le rejoint. Et il y a effectivement en Iran beaucoup d'adhérents en fait au communisme. Il y en a beaucoup. Il y a le parti Today, et il y avait dans ce contexte, déjà à l'époque de Mossadegh, donc c'est 2 ans avant le pacte de Bagdad, il y avait dans sa lutte pour lutter contre la Anglo Oil Company, puisque les Anglais pompaient le pétrole des Iraniens, et les Iraniens étaient délaissés pour compte. Mais c'est le même combat que les Égyptiens vont mener en 58 avec le canal de Suez, 56 pour le nationaliser. C'est de là que va partir la guerre de 56. Cet éveil en fait des peuples orientaux, iraniens d'abord, arabes de très près, puisque c'est à quelques années près. Oui, avec cette volonté de sortir de cette tutelle un peu occidentale. Complètement, et de redonner en fait les richesses du pays au peuple, et que on arrête de se faire taxer à hauteur de 90% des ressources énergétiques locales pour des compagnies étrangères.
dans une période de décolonisation un peu globale, que ce soit en Afrique, en Asie ou... Complètement. Et en plus, ces idéologies nationalistes, alors ça, on pourrait y revenir plus tard, mais elles ont aussi été l'influence occidentale, en fait. Donc ça veut dire elles les ont captées, mais elles se retournent finalement contre les impérialistes occidentaux. Donc en tout cas, les Iraniens... Dans le sens où cette idée de nationalisme arabe, c'est une idée qui émane de l'Occident. Complètement. C'est l'exportation du modèle révolutionnaire, la création des États-nations. On y reviendra plus tard. Et donc en fait, les Iraniens, c'est le premier pays où on a trouvé du pétrole. Dans le monde, on trouve du pétrole pour la première fois en 1907 en Perse. Ça s'appelle encore la Perse jusqu'en 1935. Ce sont les Français qui étaient chargés des affaires culturelles, comme ils l'ont fait en Égypte, avec la découverte, toutes les découvertes archéologiques, etc. Ce sont eux qui l'ont trouvé, sauf que les Anglais occupaient déjà le sud-est de l'Iran, notamment le Baloutchistan, puisque le but c'était de rejoindre la Compagnie des Indes à l'Arabie Saoudite, et il y avait cette passerelle du Golfe Persique, l'Iran, qu'ils étaient en train de ronger par le sud. Coloniale, la période ce qu'on appelle le grand jeu, en fait, avec les Russes au nord et les Britanniques Anglais, au sud, au niveau de l'Inde. Et donc le contexte de cette lutte nationale iranienne, d'ailleurs Mossadegh, il était à la tête du parti qu'on appelait le Front National dans les années 50. Et donc c'était de s'affranchir en fait de tout cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Shah d'Iran, il a appliqué une politique de modernisation en fait de son peuple. Il a voulu mais il a fait tout un tas un vaste plan de réformes que le peuple ne pouvait pas suivre, parce que c'est la réalité en fait, c'est que quand vous modernisez votre pays, quand vous essayez un petit peu de sortir des clous de la tradition, vous avez deux réactions. Vous avez ceux qui sont très favorables, qui sont les premiers, et ce sont généralement ceux des villes, ceux qui ont accès à une certaine forme de connaissance, qui ont un horizon culturel, des fenêtres culturelles beaucoup plus ouvertes que d'autres, qui ont déjà voyagé, ou en tout cas qui ont cette disponibilité, je veux dire, intellectuelle par rapport à leur milieu de vie, qui fait que, on y est favorable et on en a le désir. Et vous avez les autres, ceux qui voient en cela, et en plus de ça, avec l'islam, c'est souvent quelque chose qui est nourri dans ce discours, c'est de voir, et dans le discours des religieux de manière générale, clairement, de voir en cela plutôt la patte du diable, en fait, de la décadence qui plus est venue étrangère, occidentale, non musulmane. Donc, il y a forcément, en fait, si vous voulez, des gens qui se divisent, en fait, sur il y avait une vraie friction au sein de la société civile iranienne. Exactement. Et en fait, dans un contexte où les soviétiques font beaucoup d'adhérents, parce que pourquoi est-ce que je parlais de cette lutte de Mossadegh de nationaliser le pétrole, qu'il arrête d'être ponctionné par les Anglais? C'est que dans cette lutte pour la nation iranienne, vous aviez également les communistes qui y étaient pour que les Iraniens puissent jouir de leur propre richesse. Donc c'était un combat qui avait solliciter les forces vives de nationalistes, de religieux, mais aussi de gauchistes. Oui, mais parce qu'on sait très bien que les communistes ont beaucoup soutenu les mouvements de décolonisation, que ce soit en Afrique, en Asie, etc. Bien sûr. Donc ils les ont soutenus pour lutter contre l'influence américaine. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Arabes n'avaient pas rejoint le pacte de Bagdad, qui était anti-soviétique, parce que ils n'avaient pas envie de se mettre les soviétiques à dos. C'était le cas notamment des Égyptiens. Et donc les contestations commencent à se faire de plus en plus vives, mais il y a ce qu'on appelle en Iran dans les années 60, donc en 63, il y a ce qu'on appelle la Révolution blanche. C'est un vaste plan de réforme qu'il va mettre en place, et ce plan de réforme, en fait, c'est par exemple, vous avez donc tout ce qui concerne les réformes agraires. Vous avez les réformes sur le plan de l'alphabétisation, par exemple le service militaire qui devait durer à peu près 2 ans, où on envoyait des gens des villes dans les campagnes les plus profondes pour alphabétiser les gens qui n'avaient pas accès à l'éducation. On appelait ça Sepahet Danesh. Danesh, c'est le savoir. Donc c'est l'armée du savoir. Donc quelqu'un qui était de la ville, pour son service militaire, il allait être affecté à une zone rurale très éloignée de sa ville d'origine, de sa résidence, et il allait se retrouver à mener des campagnes d'alphabétisation dans des différents établissements pour des gens de petites conditions qui n'avaient pas accès donc à l'éducation. Donc, ce sont des choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup de promesses qui ne vont pas être honorés, pas forcément parce que c'est pas pour dire que le Shah d'Iran mentait, mais c'est qu'en fait entre ce qu'on veut faire pour le peuple et ce qu'on peut les moyens de ses ambitions. Voilà, exactement, on n'a pas forcément tout le temps les moyens de ses ambitions. Donc ça, ce sont des choses qui vont se retourner contre lui, mais là où il va véritablement se faire des ennemis,
Parce que tout ça est un prélude à ce qui va s'appeler plus tard la révolution islamique. Au début, on a ce qu'on appelle donc ce vaste plan de réforme qui va aboutir sur la révolution blanche. En 1963, la révolution blanche. Donc toutes ces choses, l'éducation, l'alphabétisation, un meilleur développement économique, c'est très bien. Mais il va toucher donc aux réformes agraires. Alors les réformes agraires, c'est donner la possibilité de détruire en fait le système féodal. Quand vous avez des grandes familles qui sont des grands propriétaires terriens et qui font travailler sur leur propre terre. Il y a eu le même cas chez les Libanais avec les chiites du sud Liban qui avaient un système féodal. Et donc vous avez des gens qui travaillent sur vos terres et elles perçoivent un petit pourcentage de leur récolte qui leur permet de nourrir leur famille, mais jamais vous ne pouvez sortir de cette condition sociale. Donc le fait que ces terres vont être prises par le pouvoir et redistribuées aux petites gens, aux gens de petites conditions qui travaillent dessus, fait que finalement le fruit de la production est engrangé par ces mêmes familles. Ça va permettre à ces gens-là, plutôt que de travailler en famille dans les champs, mais de pouvoir payer une éducation, une école aux enfants et qui vont sortir des champs et par leur alphabétisation, leurs conditions sociales vont monter parce qu'ils vont pouvoir épouser des gens, des filles, des garçons de conditions sociales qui sont différentes des leurs. Donc en fait, on va casser cette chaîne de transmission. Ça, c'est déjà, pour les grands propriétaires terriens, c'est un affront. Mais là où on enfonce le clou, c'est quand dans ces réformes agraires, le Shah d'Iran va également toucher aux biens du clergé, qu'on appelle le waqf, en pluriel, awqaf. Là, on a un gros problème. C'est là, en fait, que vous avez l'ayatollah Ruhollah Khomeini qui sort du bois, en fait. C'est dans ce contexte-là, en fait, qu'il va décréter... C'est en touchant aux traditions féodales, en touchant au clergé, qu'il va commencer parce à avoir dès qu'il a touché au bien du clergé, il s'est mis le clergé à dos parce qu'il y avait un accord tacite depuis l'époque des Safavides qui disait... Donc l'époque des Safavides, on est en 1501, 16e siècle, 1501, l'Iran, la Perse devient officiellement chiite, un dogme, un État, d'accord, un État, une politique, une église. Et donc, à cette époque-là, il y avait un accord où la monarchie était valide aux yeux du clergé à partir du moment où les biens de propriété du clergé étaient défendus par la monarchie. Donc cet accord allait à double sens. Les wahhabites au milieu du XVIIIe siècle avec les Saouds en feront autant. C'est un accord, on a la bénédiction religieuse et nous, on permet que la religion soit officielle parce que l'État la défend en fait, garantit en fait la sécurité de ce dogme. Donc il y a véritablement une réciprocité. Quand le Shah d'Iran a touché aux biens de propriété du clergé, il s'est mis à dos le clergé, qui était censé le protéger. Parce que si le clergé se réveille un matin et dit « ton pouvoir n'est plus légitime », alors tu es mort. Tu as la rue iranienne qui te tombe dessus et qui dit « tu n'es plus en fait dans la... » Ça c'est quelle date? En fait, c'est en 1963, c'est là que Ruhollah Khomeini va vraiment insulter le Shah d'Iran, il va insulter son père, qui est le père de la modernité iranienne, le père de Mohammad Reza Shah, qui était un homme qui avait pris comme modèle Atatürk et qui voulait que l'Iran rentre dans la modernité à l'image de la Turquie par Atatürk. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, Ruhollah Khomeini dit que ce régime n'est plus légitime, cette monarchie n'a plus de légitimité. Donc c'est une sorte de fatwa, en fait, qu'il met sur la monarchie, en insultant, mais vraiment, le père du Shah d'Iran et le Shah d'Iran, et c'est la raison pour laquelle Ruhollah Khomeini se retrouvera en exil à Nadjaf, en Irak voisine, dans l'Irak voisin, pendant 14 ans, avant de partir pour ensuite aller à Neuf-le-Château, dans les Yvelines, il me semble, en France, dans la banlieue parisienne. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, c'est pour bien comprendre qu'on est dans cette situation, et pourquoi, puisque tout cela n'aurait pas été permis, n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu l'aval de quelques puissances occidentales. Quel était l'intérêt des Américains d'accepter que le Shah d'Iran, qui pendant plus de 4 décennies, ou en tout cas 4 décennies à peu près, a été littéralement leur instrument en fait. Il était leur instrument à partir du moment où la Perse, l'Iran, était stable. Mais dès lors qu'il y a des contestations de plus en plus du fait de cette pénétration occidentale, tant sur les mœurs que sur le plan économique, avec en plus de cela un contexte de guerre froide où l'URSS se fait de plus en plus présente et de plus en plus menaçante. Il nous faut une stabilité. On peut pas avoir un roi faible. Et c'est vrai que le Shah d'Iran était un peu comparé à une espèce de Louis XVI. Il n'était pas assez tenace. Il avait une police secrète, l'équivalent des services de renseignement qu'on appelle la SAVAK, qui était très dure, formée par la CIA, et qui sous-informait le Shah d'Iran. C'est-à-dire qu'un jour, il sort de son palais et il voit la grogne
de Téhéran et de tout le pays en fait il l'a même pas vu venir. Il était. Tu veux dire qu'il a été lâché un peu par oui, complètement. Et d'ailleurs, Jimmy Carter a dit maintenant on lâche le Shah. Brzezinski à l'époque avait promis de soutenir militairement le Shah d'Iran en cas de contestation, exactement. de guerre civile, etc. Et évidemment, ils l'ont complètement abandonné. Ils lui ont même refusé l'exil aux si États-Unis. on peut résumer, grosso modo, le Shah d'Iran à ses débuts était apprécié par l'Occident. Complètement. Mais du fait de ces réformes, que ce soit agraires, un peu à s'attaquer au système féodal ou au clergé, il a été de moins en moins apprécié par la population. Il a été moins apprécié par la population, et comme c'était un facteur d'instabilité dans un contexte où l'URSS gagnait trop de place, les Américains, ça les dérange pas de voir qu'un pays se démocratise, qu'il se libéralise, etc. Mais sauf que si ça nuit à la stabilité, et que c'est dans cette instabilité que l'URSS peut s'engouffrer, ça devient une menace. Donc on est dans une logique où il faut renforcer les dictatures de droite, à l'image des républiques socialistes d'Amérique latine, où on a dégagé des Salvador Allende par des Pinochet. Eh bien, on a dégagé le Shah d'Iran pour mettre un homme de droite, et qui de plus à droite qu'un religieux assez extrémiste quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait des gauchistes qui étaient opposés aussi au Shah d'Iran, mais c'est pas le parti Toudeh, les Moudjahidines du peuple, Jamel Khalq, tous ces gens-là en fait, on a misé vraiment sur l'ayatollah Khomeini. Ça c'est période donc avant 1979. Tout ça c'est avant 1979, et évidemment donc l'ayatollah Khomeini, donc on arrive à cette révolution qui est devenue une révolution islamique, mais la révolution n'était pas le fait seulement des islamistes. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans toutes les révolutions qu'on voit dans ces pays-là. C'est un peu la même chose qu'en Syrie. Vous avez plein de contestataires, mais en réalité, quand vous avez qu'un parti unique, Hafez al-Assad, Bachar al-Assad, c'est un parti unique. Il n'y a pas de pluralité politique, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas d'alternance de pouvoir. Non, il y a un parti unique. Donc en fait, votre opposition, elle n'est pas constituée, elle n'est pas construite. Ce sont des gens qui braillent dans la rue, qui en ont marre de la dictature, ils veulent la démocratie. Ils ont des beaux slogans. Un leader. Oui, puis ils ont des beaux slogans souvent qui leur arrivent tout droit de l'Open Society ou de je ne sais quel organisme, Jane Sharp, etc., étranger. Ils n'ont pas en fait, c'est triste, mais ils n'ont pas de véritable construction politique en fait. Ils sont pas l'après. Non, c'est ça. Et or, ceux qui sont les plus formés, ceux qui sont les plus prêts, ceux qui sont organisés, structurés, armés, financés, soutenus, ce que vous voulez, ce sont généralement les islamistes. C'est le cas des frères musulmans chez les sunnites, et le pendant des frères musulmans chez les chiites, ce sont ces révolutionnaires. Parce que c'est la vraie définition de l'islamisme. Ce sont des gens qui ne sont pas tant là pour répondre à des questions de doctrine et de piété et de profondeur spirituelle, mais qui sont là dans une application politique de la religion. C'est ça que Khomeini va marquer une véritable différence avec avec vraiment l'esprit chiite. C'est-à-dire que normalement, l'ayatollah qui était le plus respecté en Iran à l'époque, c'était l'ayatollah Khoi. Ruhollah Khomeini, j'ai pas envie de dire c'est personne, mais ce n'est pas, ce n'est pas le chef spirituel, ce n'est pas l'homme spirituel qui jouit d'une aura populaire en Iran. C'est pas lui. Lui, il s'est fait remarquer dans ses mouvements de contestation, et notamment il était dans une logique impérialiste. Oui, bien sûr. Donc, mais à la base, il y a eu un mauvais casting en fait. Celui qui avait une légitimité en fait pour être dans une espèce de lead dans le monde chiite, c'est pas l'ayatollah Khomeini, c'était l'ayatollah Khoi, dont le fils spirituel n'est autre que l'ayatollah Sistani, qui est actuellement à Najaf, Kerbala, dans le sud de l'Irak. On pourra revenir à ça après. Mais pour revenir à ce changement géopolitique majeur en Iran, où t'expliquais que finalement l'Iran était dans le pacte de Bagdad, embrassait, on va dire, cette cause un peu occidentale, anti-soviétique. Comment s'est déroulé ce virage à 180 degrés de la politique étrangère iranienne, passant d'un anti-américanisme, d'un anti-soviétisme primaire à un anti-américanisme. En fait, dans toute révolution, c'est vraiment de l'étymologie. Une évolution, elle n'est pas forcément du bas vers le haut. L'évolution, elle est croissante ou elle est décroissante. La révolution, c'est quelque chose de circulaire. Et la révolution, si elle ne veut pas mourir, si l'esprit révolutionnaire ne veut pas mourir, il doit s'exporter. La Révolution française, on avait à peine terminé la Révolution française parce que c'est quelque chose qui s'est quand même étalé sur des années. On est parti déstabiliser les monarchies d'Europe centrale, de l'Est, etc. Et ensuite, on s'est retrouvé au nord de l'Afrique. C'est Napoléon qui débarque sur les côtes égyptiennes en 1798 et on repartira en 1801. Mais c'est l'exportation du modèle révolutionnaire. La colonisation, c'est ça en fait. C'est l'exportation du modèle révolutionnaire. Les Iraniens
ont besoin d'exporter leur modèle révolutionnaire. C'est très bien, on a fait la révolution chez nous, on fait le ménage, sauf qu'à un moment donné, si on veut être légitime et qu'on veut être crédible, on se doit d'exporter le modèle révolutionnaire. Isolé. Oui, bien sûr, complètement, parce qu'en plus de ça, l'ayatollah Khomeini faisait peur aux voisins. Voilà. Alors au début, on met Khomeini, c'est très bien, on pense qu'il va nous manger dans la main, sauf que la première chose qu'il va faire, il va faire un peu le De Gaulle, mais avec sa réelle politique à lui. De Gaulle, par exemple, s'était démarqué de Moscou et de Washington en faisant des marches en Europe centrale, en Europe de l'Est. Il marchait dans les capitales. Il s'est affranchi. Sur la question du nucléaire, les Américains voulaient pas qu'on ait le nucléaire. Eh ben, on avait le nucléaire. Il a rendu des mallettes de cette volonté, ni Est, ni exactement, Nachari Narabi. Ça veut dire ni l'Est, ni l'Ouest, ni Moscou, ni Washington. Une politique indépendante, une politique tiers-mondiste, une troisième voie. Où c'est un petit peu l'adage qui dit mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis. On ne sera pas les sous-fifres des grandes puissances impérialistes, mais nous serons le lead de ceux qui n'ont pas de voix. Nous serons leur porte-voix. Et ils s'inscrivent vraiment dans une logique révolutionnaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'islam révolutionnaire, ce schisme révolutionnaire, n'est pas le schisme qui a été pratiqué en Iran jusqu'ici. C'est une autre logique. Oui, on est passé d'un c'est une influence quiétiste à un complètement, exactement. Et ça, c'est l'influence soviétique. Parce que dans les prisons du Shah d'Iran, il y avait deux types d'opposition. Il y avait les islamistes et il y avait les gauchistes. Et leurs idées ont fusionné. Elles ont fusionné. Et l'exemple le plus clair de ces hommes-là, c'est Ali Shariati. Ali Shariati, c'est celui qui a théorisé, entre autres, il avait évidemment des références à lui aussi, mais c'est celui qui a théorisé le fait que, ok, on ne peut pas, alors, je voudrais pas m'étaler de trop sur le chiisme, mais comme les chrétiens, nous on attend le retour du Messie, eux ils attendent le retour du Mahdi. Le Mahdi, qui va précéder aussi le Christ, parce qu'ils croient aussi au retour du Messie, mais ils ont en plus le Mahdi. Et le Mahdi, donc il a été occulté, il n'est pas mort, il doit revenir à la fin des temps. Les mollahs, la mollarchie, ce sont des hommes qui doivent guider, ce sont des spirituels, des religieux, qui doivent guider les hommes en essayant de faire, d'influencer spirituellement, religieusement, la politique, donc en laissant la monarchie telle qu'elle est. Ils sont pas pour une théocratie, ils sont pas pour un pouvoir religieux, mais que la religion influence suffisamment pour que l'homme bien guidé, qui est à la tête d'un État, d'une monarchie, mette en place un petit peu la cité vertueuse de Platon, le bien commun, en attendant la venue du Mahdi. C'est-à-dire qu'on soit dans de bonnes dispositions pour que le Fils de l'homme revienne sur Terre. C'est un peu comme nous, en tant que chrétiens, quand le Fils de l'homme reviendra sur Terre, trouvera-t-il la foi? Eh bien, c'est la même chose. Ils sont dans une situation où ils mettent en place un système politique qui soit bien guidé et qui attende. Sauf qu'en fait, le Mahdi, je le dis grossièrement, on en a marre de l'attendre, en fait. Il faut hâter sa venue. Et là, on est dans une logique révolutionnaire. C'est-à-dire que plutôt que de l'attendre, on va changer, on va créer... Changer de paradigme. Exactement, on va mettre les ingrédients en place qui vont hâter sa venue. On est très clairement, en fait, dans cette logique révolutionnaire, et contrairement au chiisme noir, qui est le symbole safavide, le symbole du chiisme, on parle d'un chiisme rouge, un islam marxiste, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on qualifie cet islam révolutionnaire. Révolutionnaire, ouais. Et donc, à un moment donné, ces révolutionnaires, leur discours est vraiment la défense de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. Le pouvoir injuste, il faut le balayer. On ne peut pas être dans une politique quiétiste et dire « Ok, Dieu permet ce pouvoir, je n'en ferai rien, je mènerai ma vie de piété, quoi qu'il en soit. » Non, il faut lutter contre la justice, il faut prendre les armes et il faut y aller pour vivre le martyre. Et si on écoute Shariati, il est intéressant parce qu'il dit « C'est tous les jours Ashura. C'est partout Kerbala. » Voilà, là on pourra revenir sur tout ça, mais en gros, il faut aller jusqu'au martyr, en fait, défendre cet idéal. Donc, une fois que l'idéal de justice, il est incarné par ces mêmes mollahs, par ces hommes religieux, mais en fait, c'est toi qui deviens le pouvoir, c'est toi qui deviens le pouvoir en place, peut-être contestable. Donc il faut porter le combat à un autre niveau. Et qu'est-ce qu'il y a exactement? Et là, on est dans l'exportation du modèle révolutionnaire et on sort de l'isolement dans lequel on s'était nous-mêmes mis en disant ni l'Est ni l'Ouest, parce qu'en disant Nachari Narabi, ni Moscou ni Washington, on se retrouve isolé des deux côtés. Donc il faut créer sa légitimité pour sortir de cet isolement dans lequel on s'est mis nous-mêmes. Il a un prix. Et en fait, il faut une légitimité pour mener le combat à une autre échelle. Et le combat, c'est Israël. Oui, et c'est, par exemple, la première décision de politique étrangère, c'était de changer l'ambassade israélienne présente en 79 à Téhéran pour mettre l'autorité palestinienne.
C'est même Yasser Arafat qui est venu en 1979 à Téhéran pour montrer finalement que l'Iran avait cette volonté de casser cette alliance qui avait la précédente, quoi, toute la période du Shah en fait. Oui, où on sait très bien que le SAVAK, donc les services de renseignement iraniens de l'époque, étaient très en lien avec le Mossad pour des questions de lutte antiterroriste, etc., etc. Donc on le voit que finalement il y a ce changement, mais ce changement fait peur. Dès en fait l'année qui suit la révolution islamique iranienne en 79, il y a l'Occident qui prend peur et qui finalement missionne un peu Saddam Hussein pour essayer de contrer, de faire blocage contre l'expansion de cette révolution. Bien sûr. Alors ça, c'est évidemment. Alors si on regarde la configuration irakienne, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si on regarde la configuration irakienne, démographiquement, sur le plan démographique, je crois qu'on parle de 40 millions de personnes, mais en fait surtout on parle de 3 entités de population. On a des sunnites, on a des chiites, mais on a des non-arabes sunnites, des arabes sunnites. C'est-à-dire qu'on a 20% de sunnites kurdes au nord, on a 20% de sunnites arabes à l'ouest, et on a 60% d'arabes chiites donc à l'est, collés à l'Iran. D'accord ? Donc si vous voulez, pour les Iraniens, faut bien comprendre une chose. Pour les Iraniens, vous avez 80% de raisons de considérer que l'Irak est votre. Parce que les 20% de Kurdes, certes ils sont sunnites, les Iraniens sont chiites à 95%, d'accord ? Certes ils sont sunnites les Kurdes, mais les Kurdes, ethniquement parlant, c'est de la famille des Iraniens. C'est une racine commune. C'est une ethnie iranienne. Alors quand je dis les Iraniens, il faut faire le distinguo entre les Iraniens au sens peuple et les Iraniens au sens habitants de l'Iran. Les habitants de l'Iran, dans les habitants de l'Iran, à l'intérieur de la nation iranienne, il n'y a pas que des Iraniens d'ethnie. Les Azéris et les Arabes ne sont pas des ethnies iraniennes, mais il y a des ethnies iraniennes en dehors de l'Iran. Les Pashtuns en Afghanistan, Pathan au Pakistan, les Ossètes en Géorgie, et les Kurdes qui débordent pas seulement sur l'Iran, mais sur la Turquie, l'Irak et la Syrie. Donc en fait, déjà, 20% de Kurdes sunnites, c'est une ethnie iranienne, et il y a énormément de points communs sur la linguistique, hein, on se comprend, c'est pas surtout qu'après il y a plusieurs divisions linguistiques sur le plan culturel. Donc il y a un univers civilisationnel, culturel commun. Et après, il y a les chiites, c'est 60% du pays. Faut savoir qu'au début du siècle dernier, 60-70% des gens qui sont enterrés à Kerbala, ce sont des Iraniens. Les gens vont mourir là-bas, ils vont se faire enterrer là-bas. Kerbala, qui est le Lourdes ou le Vatican, un lieu saint, un grand lieu saint du chiisme en Irak. Saddam, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il incarne le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, on pourra en faire un chapitre un peu plus tard, c'est une idéologie qui n'a jamais eu pour pire rival depuis son existence que l'islam politique. L'islamisme a en horreur le nationalisme arabe, puisque pour faire unité du monde arabe, ça ne peut pas se faire autrement que sur des bases islamiques. Le nationalisme arabe, lui, il prône le socialisme et la laïcité, qui est antinomique avec l'esprit islamique. Donc, quand Saddam y voit qu'il incarne, il est un des remparts à l'islamisation de son pays. Il a la même chose chez les voisins syriens avec Hafez al-Assad. Il y a eu la même chose avec Gamal Abdel Nasser quelques décennies plus tôt dans les années 50 en Égypte. Donc on voit que ces 3 puissances, ces 3 États-nations arabes, et c'est pas rien. L'Égypte, la Syrie et l'Irak, ce sont les héritiers directs des Fatimides, des Omeyyades et des Abbassides. C'est pas les grands empires arabes. C'est les grands empires arabo-musulmans de l'époque au Moyen Âge. Exactement, à l'époque médiévale, donc il y a une véritable légitimité de voir que ce sont 3 grands ténors de la figure du nationalisme arabe, et il y a d'ailleurs rivalité entre eux. Mais ensemble, en tout cas, ne peuvent pas se permettre que dans la rue arabe se dessine le plan des frères musulmans, né d'ailleurs en Égypte en 1928, et de voir un islam politique prendre le dessus. Alors vous vous imaginez Saddam, qui incarne le nationalisme arabe en Irak, et qui voit que l'islam politique est en train de se produire, a pris le pouvoir à côté, chez des non-arabes, et en plus de ça, pas chez des sunnites, mais chez des chiites. Donc c'est une double aberration. Double dualité. C'est une double aberration. Ça leur est insupportable. Saddam Hussein, à l'époque du Shah d'Iran, il n'osait pas jeter un mégot de cigarette de l'autre côté de la frontière. Sur la révolution qui vient de se faire, il va commettre une erreur. Il se dit c'est le meilleur moment d'attaquer. Or, on n'attaque pas un peuple qui est en pleine révolution. Les leçons de l'histoire nous enseignent que généralement c'est tragique pour celui qui attaque. Oui, en plus, je pense qu'il a profité du fait que l'armée iranienne était un peu vieillissante. Bien sûr, et qu'il y a eu des purges en plus. Le Shah d'Iran. L'aviation iranienne était très ancienne. En tout cas, l'armée iranienne était à la pointe de la technologie. C'est-à-dire que le complexe militaro-industriel américain n'avait même pas le temps de vendre des armes
ces armes qu'il créait aux États-Unis. Il n'avait même pas le temps de le vendre à l'armée américaine que les Iraniens l'achetaient déjà. Ils avaient les formateurs qui allaient avec. C'était pas juste pour acheter pour faire joli. Ils avaient les capacités, les compétences pour manipuler l'artillerie qu'ils achetaient aux Américains. Il y avait une armée, on parle de 5e armée mondiale à l'époque, en capacité de nuisance, de défense, que vous voulez. Et en fait, il y a eu des purges. Khomeini, il est arrivé, il a purgé son armée, et puis c'était finalement des agriculteurs qui tenaient une AK-47, en fait. Oui, c'est bon, c'était pas une armée de métier. C'était pas une armée de métier, et voilà. Et en fait, donc Saddam, lui, il est pas fou. Il a 60%, lui, il incarne donc véritablement cette virulence à l'égard des islamistes. Et en plus de ça, lui, c'est un sunnite de Tikrit. Et il a dû casser la figure pendant un paquet de temps quand même aux chiites de la région irakienne, du bas Irak, du milieu de l'Irak, des zones du sud, Basra, etc., Kerbala, Najaf, etc. Il a dû déjà quand même sévir à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'en vrai, les chiites sont vis-à-vis du nationalisme arabe en Irak ce que sont les sunnites vis-à-vis du nationalisme arabe en Syrie. Alors, vraiment, la menace, elle est là. Donc quand vous avez une révolution islamique, colonne, quoi. Exactement, vous avez une révolution islamique qui explose en Iran, les islamistes prennent le pouvoir. Saddam, il sait très bien que ça va avoir un impact sur 60% de ces Irakiens arabes chiites, et il ne veut pas que ça déborde sur son pays. Donc très vite, donc c'est un vrai test pour la fidélité de cette population, de cette majorité chiite. Bien sûr, pour savoir s'ils vont pas. Bien sûr. Alors, bien sûr, et donc c'est la raison pour laquelle en fait il va attaquer. C'est intéressant de parler de cette fidélité parce que j'aurais justement une parenthèse à faire sur ça. Mais en tout cas, le nationalisme arabe à l'ouest, au niveau du Levant, il est plus concentré sur la cause palestinienne. Mais là, il y a une autre cause. Il va falloir se battre contre des hérétiques, des chiites, et en plus donc de ceux qu'on considère comme des non légitimes dans l'islam, puisque ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Donc tous les Arabes vont être derrière Saddam pour contenir cette menace chiite. D'accord ? C'est la raison pour laquelle la plupart des pays arabes vont fournir, sauf la Syrie qui était déjà un allié de l'Iran pour des raisons sur lesquelles on peut revenir plus tard. Mais effectivement, il y a en tout cas quand même si on vient fraîchement de devenir une république islamique, les Iraniens, quand bien même, ok, on est basculé, on est devenu une théocratie, on est devenu une république islamique, mais il y a un fort nationalisme iranien. Donc ça veut dire que les Iraniens et les Irakiens sont fortement nationalistes. Les mollahs iraniens vont interpeller les chiites d'Irak. Ils vont leur dire, mais vous êtes chiites, c'est une révolution islamique, elle vous est profitable. Oui, et ils disent, on est peut-être chiites, mais on est avant tout irakiens. Ils sont pas rentrés dans cette logique-là. Et les Irakiens ont fait la même chose avec la minorité arabe du Khouzistan, que les Arabes aiment appeler Arabistan. C'est une région de l'autre côté du Chat al-Arab, Khorramshahr plutôt, Abadan, Boucher, dans ces coins-là, Ahvaz, dans vraiment le sud de l'Iran. Ils vont aussi interpeller les Arabes pour dire, mais vous êtes des Arabes. Battez-vous contre cette république islamique, contre ces Iraniens. Dit, mais on est peut-être arabe, mais on est avant tout iranien. Donc on voit que vraiment, il y a ces deux nationalistes. Bien sûr, c'est une guerre des tranchées, c'est un 14-18, mais version 8 ans plutôt que 4 ans, et ce sont des frères ennemis en fait. C'est une guerre imposée. Mais là où cette question de fidélité, elle sera également posée aux Kurdes. Parce qu'on sait très bien que Saddam va également essayer de monnayer un peu des renseignements auprès des Kurdes iraniens et inversement. Et les Iraniens vont utiliser les Kurdes d'Irak, et raison pour laquelle les Kurdes se feront gazer juste après la guerre en Irak de 1980-1988 pour leur faire payer le prix de la trahison. Et évidemment, de toute façon, c'est comme ça. Quand on instrumentalise une communauté sur place en temps de guerre, le jour où il y a un retrait, vous vous retrouvez face à ceux que vous avez trahis. C'est l'histoire de toutes les guerres. Donc malheureusement, effectivement, pour les Kurdes, ils ont salement ramassé après ça. Mais en tout cas, il y avait donc Saddam était un petit peu le porte-drapeau de l'étendard arabe face à la menace islamiste et la fierté arabe face à des non-arabes que sont les Perses. Cette guerre a duré 8 ans. Cette guerre, elle a duré 8 ans. Elle a fait plus d'1 million de morts. Elle a fait plus d'1 million de morts. Il y a eu un statu quo finalement où les frontières n'ont même pas été changées pour autant. Donc finalement, c'est un échec un peu pour l'Irak de Saddam Hussein qui pensait finalement avec le soutien occidental des pétromonarchies du Golfe, avec l'aide financière, etc., pouvoir finalement mater facilement ce modèle révolutionnaire iranien. Mais l'Iran va également, du coup, outre l'Irak, va également vouloir Bien sûr. propager son modèle révolutionnaire auprès de d'autres minorités chiites. Bien sûr.
aux quatre coins du Moyen-Orient et notamment au Liban, en plein pendant la guerre civile libanaise, depuis 1975, la minorité chiite est marginalisée sur le plan politique, économique, militaire. Ils n'ont pas de réelle représentation politique au Parlement libanais. Ils sont marginalisés d'un point de vue économique. Ils vivent, c'est une population très pauvre, très montagnard. Et il y a également à cette époque l'intervention israélienne qui vise à mater. On ne va pas rentrer un peu dans la complexité du conflit libanais, mais les Israéliens vont rentrer sur le théâtre libanais pour mater les fédayines palestiniens. Et ils vont en même temps occuper le sud du pays, qui est majoritairement chiite. Et c'est à ce moment-là où l'Iran va commencer à vouloir déplacer ses pions au Liban. Exactement. Et en fait, c'est vrai que là, quand on est dans cette logique-là, on est en pleine guerre en Irak. Et pourtant, les Iraniens, malgré le fait d'être en pleine guerre contre les Irakiens qui reçoivent un soutien colossal de l'Occident, des pays arabes, pour vraiment casser la figure de ce nouvel Iran révolutionnaire, chiite, etc. Eh bien, ça va pas les empêcher, en fait, de développer tout un réseau de miliciens dans ce contexte de guerre israélo-libanais à travers la minorité chiite. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est de comprendre que, en fait, tout cela avait déjà, c'est-à-dire que les Iraniens avaient déjà posé les bases de ce qui allait devenir plus tard le Hezbollah, et ce, bien avant la révolution islamique. Alors, c'est pas bien avant, genre des décennies avant, mais quelques années avant. Quelques années avant, on sait qu'il y avait des contacts entre certains clercs chiites, exactement, etc. Notamment Moussa Sadr, parce que ce sont des grandes familles, les Bani Sadr, Moussa Sadr, Muqtada Sadr. Ce sont des grandes familles, souvent irano-arabes. Clandestines au départ à la lutte armée, ou même à l'évolution culturelle et intellectuelle. Complètement. Et c'est intéressant, en fait, parce qu'en parlant de cela, on peut aussi aborder la question syrienne au sens où, à la base, Moussa Sadr, il avait été envoyé par le Shah d'Iran. C'est-à-dire que le Shah d'Iran, ok, il a été balayé par les Moussa Sadr, il faut savoir que c'est un religieux chiite qui était parti faire du lobbying pour le Shah d'Iran, parce que le Shah d'Iran, certes, s'est fait balayer par les islamistes, mais ça ne signifie pas qu'il n'avait pas une logique islamique, un tant soit peu sur le plan de lobbying politique. Il cherchait à s'attirer certaines alliances auprès des communautés chiites. Il faisait du réseau, en fait. Oui, et Moussa Sadr avait été envoyé au Liban pour ça. En 1959. Sauf que, exactement. 20 ans avant la révolution. Exactement. Sauf que, entre-temps, donc on est déjà dans les années 60, il va se brouiller avec le Shah d'Iran. Et il va se rapprocher de l'ayatollah Khomeini, qui lui, entre-temps, avait déjà été envoyé en exil à Nadjaf. Et donc il va se rapprocher de l'ayatollah Khomeini, Moussa Sadr. Et ce qui va se passer, c'est que fort de son cas, alors déjà il y a quand même beaucoup de choses qui séparent les Libanais des Iraniens. Bon, déjà les origines ethniques, la composition même je dirais économique, en termes de développement économique du pays, la langue, tout, bref. Sauf que c'est le maillon faible du monde arabe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un pays qui est démocratique déjà. Vous avez une liberté de presse unique au Levant. Il y a un système associatif, à tous les niveaux en fait, des réservoirs de pensée, des groupes qui peuvent se monter où on peut discuter, tergiverser de tout et de rien. Et c'est la caisse de résonance de toutes les instabilités. Bien sûr. Donc, et les Syriens, les voisins syriens, qui avaient déjà en 70, essayer de déstabiliser le Liban, et ils l'ont bien fait, en envoyant les Palestiniens qui venaient déjà de prendre une déculottée lors du Septembre Noir en Jordanie. Alors, pour petit rappel, on n'ignore pas qu'il y a des guerres entre les Palestiniens et les Israéliens au moins depuis 48, puisque c'est la première guerre. Après, il y a eu 56, il y a eu 67, il y a eu 73. Il y aura 82, mais là on change, on est plutôt avec le Liban. Là, je parle. Mais donc ces Palestiniens qui avaient été reçus en Jordanie, qui avait été accueilli par le roi jordanien, avait commencé. J'explique ça pour venir pour expliquer un petit peu comment on a. Il faut contextualiser un peu, parce que pour l'arrivée des Iraniens au Liban, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que je fais cette digression là. Donc les Palestiniens, au-delà de la légitimité de leur combat, qu'on ne discute pas, c'est pas la question d'être pro-israélien, pro-palestinien, non, parce que ce sont forcément des sujets brûlants, et pour ceux qui nous regardent, dénoncer les faits ne dévoile pas, n'explique pas un parti pris. Il faut reconnaître. Oui, c'est factuel. C'est factuel. Les Palestiniens qui ont été accueillis par les Jordaniens ont commencé pendant une décennie, parce qu'ils ont été accueillis déjà dans les années 60. Et pendant toutes les années 60, ils ont
roulaient par exemple avec des plaques d'immatriculation palestiniennes, ils ont refusé de se plier Oui, ils se aux considèrent un peu règles comme un jordaniennes. État dans l'État. Ils ont En Jordanie. clairement créé un État dans l'État. Ils avaient, comment dire, leur propre milice. Ils dressaient leur propre checkpoint, donc leur propre barrage, avec des contrôles de sécurité. Ils refusaient d'obéir aux lois jordaniennes et ils insultaient le roi jordanien. Un jour, les Jordaniens, le roi de Jordanie, a mis un holà et il a cassé la figure de ces... En tuant pratiquement 30 000 personnes. Voilà, le fameux Septembre Noir. En 1970. Donc, les Syriens ont aidé les Jordaniens à exfiltrer ces Palestiniens et à les envoyer au Liban. Parce que les Syriens avaient tout intérêt à déstabiliser le Liban, puisque le but des Syriens, c'était de récupérer le Liban. Ils considèrent la pensée d'Hafez al-Assad. Bien sûr. Et le Liban est, pour les Syriens... Deux peuples, une nation. Exactement, deux peuples, une nation, comme les Turcs diront avec l'Azerbaïdjan. On considère le Liban comme une Alsace-Lorraine, un peu comme ce que les Russes considèrent un peu la façon dont les Russes considèrent l'Ukraine, un peu la manière dont les Iraniens considèrent l'Irak. D'accord? C'est leur Alsace-Lorraine. Donc, déstabiliser le Liban au moyen des Palestiniens. Et en fait, en 78, l'OLP, donc là, les années passent. Le combat est mené depuis le terrain libanais. En 75, la guerre civile commence. En tout cas, c'est pas la première, mais celle-ci commence. Et en 78, quand les Israéliens montent jusqu'à Beyrouth, Yasser Arafat s'enfuit à Tripoli. De Tripoli, il part à Tunis. En 82. C'est en 82, pardon. Ouais. C'est en 82. Ils arrivent en 78, les Israéliens, mais en 82, Yasser Arafat poursuit l'OLP à Tunis. Donc, d'accord. Et c'est à ce moment-là, en fait, que juste pour replacer, c'est que les Fedaïns palestiniens menaient des attaques sur Israël depuis le Liban. Voilà. Et il y avait un accord du Caire en 1969 qui disait que les Palestiniens, les Fedaïns, donc les combattants de l'OLP, pouvaient mener des attaques contre le territoire israélien depuis le territoire libanais. Et c'est ce qui a créé du coup cette tension, ce chaos au Liban, de voir un État dans l'État avec les milices palestiniennes qui avaient leur propre checkpoint, qui avaient leur propre milice. Ce qu'ils avaient fait en Jordanie et ils l'ont fait au Liban. Voilà. Donc, il y a une volonté de régler la question. Et en fait, puisque l'OLP a quitté les lieux avec Yasser Arafat, qui s'est enfui avec la montée en pression des Israéliens qui venaient par le sud, et ce depuis 4 ans, donc il quitte. Avec plus de 100 000 hommes qui sont arrivés vraiment jusqu'à Beyrouth. Voilà. Et bien, en fait, les Syriens vont laisser, en fait, dans ce contexte-là, ils vont laisser les Iraniens ils vont laisser en fait les Iraniens utiliser Damas pour pouvoir s'infiltrer au Liban. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser ce qui va devenir le Hezbollah comme un outil de déstabilisation au Liban, pensant faire la même chose avec le Hezbollah qu'avec les Palestiniens, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris les Syriens, et ce qui leur a complètement échappé, c'est que ce Hezbollah allait leur glisser entre les doigts, en fait, allait être complètement indépendant et allait répondre aux directives de Téhéran plutôt qu'à celles de Damas. Ouais. Et en fait, ils n'auraient jamais cru que le Hezbollah participerait à un moment donné au règlement de la crise syrienne, de la crise libanaise. Ils pensaient pas en fait que ça arriverait. Et ça, c'est quelque chose en vérité qui leur a complètement échappé et qu'à la base n'était pas du tout prévu. Parce que la Syrie a donné son accord pour l'envoi de certains passedarans, donc des combattants iraniens, à la frontière syro-libanaise pour former les futurs cadres du Hezbollah. Et c'est ce que je voulais expliquer un petit peu au début, c'est que à l'époque du Shah d'Iran, avant la révolution islamique, Moussa Sadr, il a fait un travail où il a préparé un terreau au Liban où des gens où il avait obtenu les clés des camps du Fatah déjà dans certains camps libanais, des groupes palestiniens au Liban. Il avait les camps d'entraînement. Il avait la bénédiction des sociétés les plus bourgeoises libanaises, toutes religions confondues, qui voyaient en lui un personnage charismatique, modéré, absolument pas religieux. Mais c'est la pratique subtile de la taqiyya qui a fait que c'était l'homme en fait populaire au Liban qui était aimé, et il a véritablement travaillé à être une espèce de relais pour les intégristes iraniens qui étaient mécontents de la politique du Shah. Ils allaient au Liban, ils s'entraînaient, ils étaient formés idéologiquement, ils s'entraînaient militairement, et c'est du Liban qu'ils sont repartis pour faire la révolution islamique. Et en fait, c'est intéressant, je pense, de parler de ça, parce que les gens ignorent qu'il y a eu ce jeu un petit peu de ping-pong entre les Iraniens et les Libanais, chiites. C'est qu'avant que la révolution islamique n'ait eu lieu, les Iraniens intégristes qui étaient opposés au Shah d'Iran et qui, plutôt que de finir dans les geôles, allaient au Liban, où Moussa Sadr les avait précédés et il avait préparé le terreau à l'intérieur du Liban. Ces gens-là sont formés, ce sont les futurs cadres des passedarans, et ils vont revenir au moment de la révolution pour balayer le Shah et poser en fait les bases d'un nouveau gouvernement. Ils n'arrivent pas zéro expérience. Donc ils sont préparés parce qu'ils ont mis tout ça en place déjà depuis le Liban. Et en fait,
quoi de plus naturel et de plus simple pour les Iraniens une fois qu'ils ont instauré la République islamique d'Iran que de retourner au Liban pour utiliser la minorité chiite. Oui, ils avaient leurs entrées. Où ils avaient leurs entrées, où ils avaient leurs adhérents, où ils avaient leurs facilités, où ils avaient leur réseau, leur lobby. Tout ça était devenu possible. Et c'était complètement... Ils ont profité du coup de ce chaos libanais. Exactement. Avec l'absence d'un État fort. Exactement. Un État totalement déliquescent. Exactement. Et ils vont... cette myriade de milices. Et ils vont, et c'est là qu'on rentre dans cette guerre dès 1982, et ils vont obtenir des victoires, et ils vont mettre des coups à Israël que jamais les membres de l'OLP ou des quelconques guerres israélo-arabes, je veux dire, ils vont obtenir plus de résultats, et ils vont porter plus de coups, alors pas décisifs, mais ils vont faire plus mal aux Israéliens que n'importe guerre israélo-arabe. Et ils vont avoir un crédit énorme dans le monde arabe. Et aussi, il y a notamment l'opération Drakkar, donc cet attentat, 241 Marines américains, 48 parachutistes français, et en faisant ce double attentat, et ça, on évince toute la présence occidentale du Liban. Ça répondait à un double objectif, évincer la présence occidentale et également répondre à ce jeu d'alliance occidentale vis-à-vis de l'Irak. De Saddam Hussein, en armant l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran en disant bah vous voyez ce que vous faites à la frontière, bah nous on va vous dégager grosso modo du Liban. Et là ils ont pris la main, et le Liban effectivement pour sa liberté d'expression, pour sa liberté de presse, etc. C'était le pays parfait pour exporter le modèle révolutionnaire, utiliser le Liban comme un tremplin, l'exportation du modèle révolutionnaire iranien dans tout le monde arabe. Parce qu'en fait, ok, ils sont illégitimes, ils sont chiites, aux yeux du monde arabe, mais ça a donné des idées à tous les islamistes, comme les frères musulmans, qui se disent mais c'est finalement possible en fait. C'est possible, parce que cette idée de gagner le pouvoir par les armes et d'amener l'islam au pouvoir, c'était quelque chose qui, à la fin, c'était un sujet à mettre aux oubliettes. Mais quand les Iraniens ont réussi à gagner le pouvoir en 79, les sunnites se sont dit, mais pourquoi pas nous? En fait, c'est ça a donné véritablement un élan révolutionnaire à ceux qui s'étaient fait une raison. Ouais, islamistes, qui s'étaient fait une raison, en fait. Ça a relancé, en fait, ça a remis une pièce dans le jukebox, en fait. C'est ça qui est intéressant de voir l'effet domino, le rapport cause-conséquence. La République islamique chiite d'Iran, lorsqu'elle s'immisce au Moyen-Orient avec le modèle révolutionnaire, elle ne va pas avancer des points dogmatiques, des points religieux qui auraient toutes les raisons de les diviser. Ils gagneront pas sur ce terrain-là. Donc ils vont pas aborder des points dogmatiques, théologiques. Non, non. Ils abordent des questions beaucoup plus laïques qui rassemblent, des questions d'anti-impérialisme, puisque c'est le même anti-impérialisme. Des causes fédératrices. Bien sûr, des causes fédératrices, puisque les Arabes eux-mêmes sont dans une logique anti-impérialiste, la lutte contre l'injustice, le colonisateur israélien. Et ils sont dans cette logique-là, les Iraniens, puisque ce sont les mêmes raisons qui les ont aidés à prendre le pouvoir et à dégager le Shah d'Iran. Donc leur guerre contre les États-Unis et contre Israël, c'est ce qui va les fédérer et fédérer les Arabes derrière eux. Pas à cause de la question islamique. Ouais. C'est obtenir ce passeport palestinien pour avoir finalement cette gage de sympathie vis-à-vis de la population arabe, bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, quelle est la légitimité en vérité des Perses chiites aux yeux de sunnites arabes? Mais géographiquement, c'est quoi le rapport en fait? En fait, les Arabes sont en droit de dire, c'était déjà arrivé d'ailleurs lors d'échanges un peu houleux entre différentes délégations politiques, à un moment donné, je crois que c'était dans le Golfe, et les Arabes ont dit aux Iraniens, mais de quoi vous vous mêlez? En gros, c'est notre guerre. On est déjà en guerre entre différents États arabes pour être celui qui va être le plus plongé dans la guerre contre Israël. Les Égyptiens, les Irakiens, les Jordaniens, les Syriens, qui est le plus, qui a la légitimité d'être le porte-drapeau du monde arabe. Et là-dessus, vous avez des non pas des nationalistes, mais des islamistes. Et en plus de ça, c'est même pas des Arabes, et ils ont aucune frontière commune avec l'État d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, en fait, les Iraniens? C'est ça, en fait, et les Iraniens leur avaient répondu, mais si on devait attendre que vous régliez le problème, on y est encore pour des millénaires, en fait, parce que vous n'en êtes pas capable. Mais du coup, en parlant du théâtre libanais, donc le Hezbollah a réussi à passer de milice à parti politique, donc à se libaniser, à sortir finalement de son schéma très milicien, clandestin contre Israël dans les années 90, où il est rentré au Parlement en 1992, au gouvernement en 2005, et finalement ça a été véritablement la réussite de la République islamique iranienne au Levant, en disant tout simplement, nous avons cette réussite, nous avons le Hezbollah qui répond non pas aux sirènes de Beyrouth, mais aux sirènes de Téhéran. Et pour parler un peu de la cause palestinienne, on sait que l'Iran s'est immiscé aussi, non pas en créant,
mais en profitant du chaos du nationalisme arabe, comme tu l'expliquais, avec la défaite un peu de l'OLP et la montée en puissance des mouvements islamistes palestiniens, que ce soit le Hamas ou le djihad islamique. Et on sait que petit à petit, lors de la première intifada en 1987, l'Iran va commencer à essayer d'avoir des liens avec ces groupes palestiniens pour finalement sanctuariser son discours et de se dire, bah, vous voyez, nous sommes véritablement pro-palestiniens, nous faisons cet effort, pas de déstabiliser des régimes arabes, mais de déstabiliser véritablement Israël en son sein, en son cœur, en armant, en soutenant des partis palestiniens. C'est très bien dit, c'est très bien résumé. C'est évidemment de toute façon un morceau que les Iraniens ne peuvent pas lâcher. Et j'aime à préciser que en fait, les Iraniens chiites tirent leur force des divisions du monde arabe sunnite. Il n'y a pas de lead depuis la chute du califat ottoman en 1924. Du vide, donc Et il y avait, en fait, les Iraniens ne pouvaient pas s'immiscer ils ne pouvaient pas s'immiscer sur le théâtre proche-oriental, levantin, jusque-là, parce que déjà à l'époque, alors je me permets ce petit retour historique, depuis 1639, quand il y avait les guerres entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, donc 1453, instauration de l'Empire ottoman définitif, la chute de Constantinople. Donc on a les Turcs sunnites avec tous les peuples arabes dans ce même califat, et en réaction à cela, à peine 50 ans après, en 1501, instauration officielle de l'Empire perse safavide chiite. D'accord, parce qu'ils étaient sunnites jusque-là les Perses. Donc chiites, sunnites, et il y a ensuite des rivalités, des guerres, et il y a le traité de Qasr el-Shirin qui se trouve sur la frontière irano-irakienne actuelle en 1639, qui définit en fait les territoires qu'on n'a pas le droit de pénétrer réciproquement d'un empire à un autre. Ok, donc tous les territoires à l'est des montagnes du Zagros, c'est-à-dire la frontière irano-irakienne, sont chasse gardée des Perses. Tout ce qui est de la Mésopotamie, le Levant jusqu'à la Méditerranée, c'est ottoman. D'accord? Donc en fait, quand les Iraniens se retrouvent sur le théâtre libanais, irakien aujourd'hui, syrien, c'est la première fois depuis des siècles qu'ils sont jamais sortis de leurs frontières. Il faut vraiment comprendre que ça fait plus de 300 ans en fait qu'ils sont pas sortis de chez eux. Ils n'avaient pas la possibilité, parce qu'après la chute du califat ottoman, ce sont les nationalismes arabes, donc l'idéologie qui est complètement hostile à toute forme d'islamisme. De toute façon, les Iraniens... Des mandats également. Donc voilà, c'est ça, la présence occidentale. Et la présence occidentale, elle va durer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, après, on est dans une logique de guerre froide. Donc c'est les deux gros blocs sur la scène internationale. Donc c'est les Américains d'un côté, les Russes de l'autre. Et les Soviétiques sont... Alors évidemment, les deux grandes puissances financent les deux camps, mais généralement le monde arabe il est quand même adossé un peu plus à Moscou et Israël un peu plus à Washington. On grossit les traits, mais ça reste quand même majoritairement ça. Et en fait, jusqu'à ce que l'instauration de la République islamique d'Iran ait lieu en 1979, les Iraniens n'ont pas la capacité de pouvoir se projeter en fait dans cette région-là. Et ce sera au moment de la guerre Iran-Irak, on assiste aussi parallèlement à la chute de l'URSS. On est déjà dans la décennie qui va précéder l'écroulement de l'URSS. On est déjà en perte de vitesse. On est dans une forme de déliquescence dès les années 70, 80. Donc en fait, l'intervention en Afghanistan. Exactement, voilà. Donc quand les Iraniens arrivent pour combler le vide laissé par les soviétiques, et depuis la chute du califat ottoman en 1924, il n'y a pas de leadership dans le monde sunnite, d'accord ? C'est-à-dire que non seulement ils sont divisés entre arabes, mais en plus de ça, les arabes et les islamistes arabes sont en opposition idéologique, d'accord ? Et en plus de ça, les islamistes entre eux sont pas d'accord sur la nature, en fait, enfin, il y a des rivalités internes entre les sunnites, entre les frères musulmans, les wahhabites, etc. Donc en fait, c'est fort de toutes ces divisions-là que les chiites sont forts, voilà, que les chiites ont pu s'ingérer dans toute cette région-là. Donc il est clair, en profitant du chaos, du vide, bien sûr, même en l'alimentant, et on voit bien. Et donc c'est là où ça montre que cet Iran révolutionnaire n'était pas juste axé sur cette idéologie pan-chiite, mais en se rapprochant de certains mouvements sunnites islamistes comme le Hamas ou comme le djihad islamique, qui sont deux courants palestiniens islamistes sunnites. Donc c'était vraiment cette volonté de gagner en leadership dans cette région-là, et qui plus est dans les territoires occupés en Cisjordanie ou à Gaza,
pour asseoir cette idéologie révolutionnaire. Après, de toute façon, les islamistes sunnites ou chiites, ils ont les mêmes maîtres à penser. C'est Abdou, Al-Afghani, c'est les mêmes grandes têtes pensantes. Oui, non, mais ça a donné, ça, c'est le même, c'est la même source en fait de pensée. Mais voilà, en tout cas, les Iraniens ont eu cet intérêt, et je veux dire même dans la région, en tant que chiites. C'est pendant la guerre Iran-Irak en fait qu'on a considéré que les autres minorités du chiisme, enfin que les autres minorités de l'islam sont considérées comme chiites. C'est-à-dire que les Alaouites, les Ismaéliens, les Zaïdites, oui, qui sont des branches du chiisme, et les Iraniens, les chiites duodécimains. Donc ce schisme qu'on retrouve en Iran, au Liban et en Irak. Je veux dire, c'est 3 grands pôles qui reconnaissent 12 imams, ne considèrent pas les autres comme des chiites. C'est vraiment opportuniste, parce qu'ils savaient que ça pouvait être des leviers de pression quand vous êtes isolé, et qu'en plus de ça vous avez le monde entier qui vous tape sur la figure pendant 8 ans, la guerre en Irak. On s'imagine pas ce que c'est. C'est Verdun, mais pas pendant 4 ans, pendant 8 ans, avec le monde entier contre vous. Mais vous avez besoin de leviers de pression. Donc c'est pour ça que la définition du chiisme a été ouverte par les Iraniens, considérant ces petites minorités ici et là comme des leviers d'influence qui allaient leur permettre de sortir de leur isolement et de mettre la pression sur Israël. D'ailleurs, les Alaouites sont même pas considérés... Ce qui peut nous amener à aborder l'alliance un peu entre Iran et Syrie. Oui, à travers... avec Hafez al-Assad. Hafez al-Assad. Le jeu de l'Iran et non de Bagdad dans cette guerre Iran-Irak. Et on peut revenir également avec toi, si tu le veux, sur l'influence iranienne en Syrie, et même avec le conflit civil dès 2011. On sait que dès 2012, l'année suivante, l'Iran, par peur de perdre son seul allié étatique dans la région, a mobilisé de nombreuses forces en Syrie. Rien n'aurait été possible au Liban. Toute l'idéologie révolutionnaire, toute sa légitimité dans le monde arabe repose sur la pression que les Iraniens peuvent mettre sur Israël depuis le sud du Liban. S'il n'y a pas d'Hamas, il n'y a pas de possibilité en fait d'avoir créé tout ce qu'ils ont fait pendant des décennies, cette force de frappe incroyable qui s'appelle le Hezbollah quand même. C'est pas, je veux dire, des milices chiites, il y en a des myriades, mais la plus connue, la plus forte, la plus structurée, comme la milice la plus puissante au monde, c'est le Hezbollah libanais, mieux financée, et avec des réseaux parallèles, c'est le Hezbollah clandestin aux 4 coins du monde. Ouais. Voilà, on peut pas se permettre de perdre cet outil de pression au sud du Liban sur Israël. On a besoin de Damas en fait, c'est incontournable. Donc les Iraniens, quand Damas se retrouve plongé dans la guerre civile, parce que ce qu'on nous explique, on oublie toujours le rapport de cause à effet. Certes, les Iraniens étaient investis en Syrie, etc., mais il n'y avait pas de milice, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin là, quoique maintenant ils sont rentrés chez eux à cause de l'arrivée de Hayat Tahrir el-Sham. On en parlera. Mais les Iraniens ont envoyé beaucoup de milices depuis l'Irak et depuis le Liban, parce que les hommes qui se sont battus contre Bachar al-Assad dès les premières heures de la révolution, c'était des gens qui venaient des 4 coins du monde arabe, tous les pays du Golfe ou de pays complètement déstabilisés comme la Libye, etc., où ils ont vidé leurs prisons, envoyé ça en Syrie pour aller faire tomber le pouvoir en place des banlieusards, de différentes capitales européennes, etc. C'est en réaction à cela, et la présence d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est en réaction à cela que les chiites se sont retrouvés sur le théâtre syrien. Voilà. Parce que qui dit perdre la Syrie dit perdre finalement cette connexion territoriale complètement. Qui allait de Téhéran, Bagdad, Damas jusqu'à la Méditerranée avec le Hezbollah. Le fameux axe chiite que décriait le croissant chiite que décriait le roi de Jordanie à l'époque. Effectivement, donc c'est d'une importance capitale pour les milices chiites d'aller contrer Al-Qaïda et l'État islamique sur le territoire syrien. Et je me rappelle que les Libanais considéraient la guerre en Syrie comme un piège, en se disant mais toutes nos forces sont en train d'aller se battre en Syrie. Elles ont vidé pour le Hezbollah. Un piège pour le Hezbollah, parce que ça vidait toute la présence du sud du Liban et ça laissait, les Israéliens souffler et peut-être d'envahir le Liban. En fait, à l'époque, on est dans ce genre on a peur, on se dit mais mince, là je parle de Libanais qui étaient ouvertement pro-chiite, pro-Hezbollah, qui disaient mais c'est terrible pour nous parce que en fait ils sont tous partis s'éparpiller sur une guerre en Syrie avec des djihadistes internationaux qui sont pas de la région. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ils avaient peur de cette dispersion, mais en réalité
non seulement ça a accru le nombre de candidats aux martyrs, j'ai envie de dire, côté chiite, énormément de gens qui arrivent aussi d'Irak, d'Iran, etc. Et puis finalement, Israël était bordé sur tous les contours du Golan par des présences de milices chiites venues d'Iran, de l'armée iranienne. Oui, ils se sont retrouvés beaucoup plus. Renforcer en fait cette pression vis-à-vis de l'État hébreu, oui, avec, voilà. En amassant des forces proches du Golan ou à la frontière. Bien sûr, ça. Je veux dire, à la fin, les Iraniens étaient, les milices chiites étaient quand même dans le sud de la Syrie. Ils étaient tout autour de la poche d'Idlib, donc aux alentours de Hamad Homs, énormément. À Alep, on n'en parle même pas. Sur l'Euphrate, aux alentours de Deir ez-Zor, Mayadine, Abu Kamal. Voilà, ils étaient vraiment partout. Donc il y a et c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est que pour l'Iran, on était aussi arrivé à une concrétisation. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir aussi sur le conflit syrien. C'est qu'il a démarré à partir du moment où Bachar al-Assad, il a refusé une alliance économique, stratégique, donc politique à la fin, avec les Qataris et les Turcs. Il a préféré un plan d'acheminement des gazoducs et des pipelines avec les gazoducs surtout avec l'Iran, puisqu'on va dire que le même gisement gazier est à cheval sur les eaux territoriales du Golfe Persique côté Iran, mais aussi qatari, qui est une péninsule de la péninsule arabique qui s'enfonce dans les eaux du Golfe Persique, mais que eux appelleront Golfe arabe. Après, on veut être neutre, on parle de Golfe arabo-persique. Et donc, effectivement, il y avait... Au moment où Bachar al-Assad donne son accord à l'Iran, l'émir du Qatar l'appelle en disant « tu vas le regretter ». Donc c'était déjà dans cette... Oui, bien sûr, ils avaient déjà prévu. Ils avaient déjà prévu qu'il devrait y avoir sanctions si jamais on faisait pas comme ils l'entendaient. Et donc, effectivement, ce que proposent les Qataris propose aux Syriens d'être une voie d'acheminement en fait de ce projet gazier. Donc c'est des gazoducs qui partent du Qatar, qui traversent un morceau de l'Arabie Saoudite, qui passent par la Jordanie, et qui arrivent en Syrie. Et après pour aller en Turquie, pour le marché européen. Voilà, c'est-à-dire que pour recontextualiser aussi dans d'autres guerres qui ont lieu dans ce monde au même moment, en 2014, il y avait déjà les troubles entre les Russes et les Ukrainiens. On essaye de couper la dépendance gazière de l'Europe centrale, de l'Europe tout court, vis-à-vis des Russes. Donc il fallait nous créer une dépendance. C'est un nœud gordien avec tout ce qui se passe. La dépendance gazière de nous autres Européens vis-à-vis du gaz russe, mais on nous rend dépendants d'un gaz qatari, GNL, donc gaz naturellement liquéfié, par la Turquie, qui aurait les mains sur les vannes et qui pourrait, pour X raisons, nous mettre la pression économique en fermant ou en ouvrant les vannes, comme ils l'ont fait avec les migrants, les réfugiés, et comme ils l'ont fait exactement, et comme ils l'ont fait, puisqu'ils sont en amont des fleuves du Tigre et de l'Euphrate, à plusieurs reprises, ils ont coupé les vannes et appauvri les fleuves en eau des pays qui sont en aval, comme la Syrie et l'Irak. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, la Syrie a préféré plutôt Qatar, Arabie, Syrie, Turquie. Il a préféré l'acheminement proposé par les Iraniens. Parce que c'était lié aussi à une alliance historique depuis 1979. Bien sûr. Donc c'était Iran, Irak, Syrie et écoulement par les ports en eau profonde de l'attaqué Tartous, dont les concessions sont dans les mains des Russes. Donc c'est les seuls ports en eau profonde de la région que les Russes, les ports en eau profonde que les Russes possèdent. La quête russe a toujours été d'accéder aux mers chaudes, mais depuis qu'ils existent, ça fait 1000 ans qu'ils descendent en fait vers le sud. Donc en l'occurrence, cette alliance-là, donc Bachar al-Assad va la payer et très rapidement, on est dans un contexte aussi de printemps arabe. On pensait que les Syriens en feraient, seraient l'exception à la règle. Et puis finalement, ils sont plus touchés que les autres. Et donc très rapidement, en fait, les pays qui ont pris ça comme un véritable affront, en fait, ce refus de ce partenariat stratégique, économique, vont lui faire payer en finançant, en armant un hydre djihadiste avec un pléthore de milices. Complètement. Et c'est à cela en fait que répondent les Iraniens en envoyant leurs miliciens. Ouais, des milices pakistanaises, afghanes. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là et c'est vrai que en l'occurrence les Iraniens avaient, pour faire un retour un petit peu sur la guerre civile, puisque en tout cas, nous, notre travail chez SOS Chrétiens d'Orient, c'est d'aider les chrétiens à ne pas disparaître. Là, c'est la terre de leurs ancêtres, ils souffrent pas plus que les autres. On sait que quand ils tombent sur les djihadistes,
Dans le meilleur des cas, c'est où tu payes la taxe, la jizya, tu payes l'impôt en tant que non-musulman pour pouvoir avoir le droit de résider ici, que nous considérons comme terre d'islam, ou tu te convertis, ou tu t'en vas. Il y a un pays qui s'appelle le Liban, qui est un pays de chrétiens, donc à Beyrouth, en fait. Voilà. Oui, en gros, où l'Occident... les Alaouites au tombeau et les chrétiens à les Alaouites au tombeau, l'Alaouine al Tabout, ou al-Masirin à Beyrouth, les Alaouites au tombeau, les chrétiens à Beyrouth, élargissez les tombeaux des Alaouites pour qu'on y jette aussi les chrétiens, parce que c'était aussi le slogan, très rapidement, il avait changé, pour se montrer encore plus inquiétant. Et donc, ou dans le pire des cas, on te crucifie, on te tue, on te fait les pires horreurs. Je dis ça pourquoi? Parce que toutes les autres minorités de l'islam, on leur proposait pas ce choix. C'était ou la conversion ou la mort. Et parfois, c'était juste tout simplement la mort. Donc, on décapitait même les bébés, on massacrait tout le monde, on faisait des horreurs. Il y avait une haine viscérale envers les chiites et tout ce qui Exactement. Donc, lié au chiisme. C'est important de préciser que les chrétiens n'étaient pas les plus grosses victimes de l'État islamique ou de Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda en Syrie, mais à la différence des autres minorités envers qui la cruauté était bien plus importante, à la différence de ces gens-là, les chrétiens, en fait, n'ont pas de soutien. Les chrétiens n'ont personne. Oui, et ils se réduisent comme peau de chagrin. Non, puis ils ont personne, ils n'ont pas de soutien. Oui, ils n'ont pas de tutelle. Voilà, les chiites, il y a l'Iran qui est arrivé derrière, et les chiites en Syrie, ils ne sont que 1,5% de 22 millions d'habitants. Oui, d'ismaéliens. Non, c'est les chiites duodécimains. Je parle des chiites duodécimains. Après, il doit y avoir à peu près 1% aussi d'ismaéliens. En revanche, les alaouites, 10%. 10%, alors on parle de 10, 12%, 12, 13, ça dépend. C'est assez compliqué d'être catégorique sur des chiffres, surtout dans un pays où le confessionnisme était un sujet tabou. Mais voilà. Et donc, en fait, les sunnites, eux, ils ont des bailleurs de fonds, ils ont quand même du monde derrière, il y a quand même pas mal de pays qui assurent, que ce soit via les mosquées, Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Les chrétiens, il y avait la promesse de Saint-Louis, il y avait les francs, il y avait les croisés, enfin il y avait l'Europe. À une époque. Il y a plus personne aujourd'hui en fait. Alors il y avait les Russes, mais les Russes sont pas venus pour sauver les chrétiens, ils sont venus pour sauver les Syriens. Voilà, et pour sauver leur partenariat stratégique, etc. Ils ont profité d'en parler dans le discours pour. Bien sûr, parce que ça galvanise, parce que c'est fédérateur, parce que. Pour montrer qu'ils prenaient le relais aussi à l'Occident qui avait perdu. Bien sûr, complètement. Ce discours-là. Et nous autres Français, plus que d'abandonner les chrétiens et la promesse de Saint-Louis, puisque de toute façon il y a quand même une révolution française qui est passée au passage, donc les histoires de la défense du Christ, etc. Aujourd'hui on n'en a plus rien à faire. En tout cas, je parle politiquement. On va plus loin que ça, c'est que on donne du crédit à ceux qui sont à l'origine de la persécution des chrétiens, ou de la persécution des Syriens de manière générale. On a donné du crédit, on a donné une tribune médiatique, on a donné du soutien aux islamistes, au Front al-Nosra. On l'a dit en 2012, c'est Laurent Fabius, le 12 décembre 2012 à Marrakech, il ne faut pas mettre Jabhat al-Nosra sur les listes terroristes internationales parce que al-Nosra en Syrie fait du bon boulot. Voilà. Et on a continué cette logique-là, à tel point qu'aujourd'hui, vous voyez, Assad était un monstre, on ferme la porte de l'ambassade, on ferme notre ambassade. Alors, or, la diplomatie, c'est de parler avec les gens avec lesquels on s'entend pas forcément. Donc on a fermé notre ambassade, mais on l'a rouvert tout de suite. On est en train de la rouvrir et de faire des clins d'yeux à Al-Joulani et de l'inviter à l'Élysée, à Paris. Et là, on recommence à discuter. Or, on sait très bien en fait qui est cet homme-là. Donc c'est ça qui est assez triste, c'est que on a plus qu'abandonné les chrétiens, on a donné du crédit et donné les armes à ceux qui tiennent les lames qui vont couper les têtes des chrétiens. Et les seuls dans ce contexte-là qui ont sauvé les villages chrétiens, qui les ont libérés, qui ont pourchassé leurs bourreaux, leurs assassins, qui les ont traqués jusqu'à les renfermer à Idlib avec l'armée syrienne, en partenariat, en alliance avec l'armée syrienne. Ce sont les chiites du Liban, ce sont les chiites iraniens, ou en tout cas pilotés par Téhéran. C'était dans cette logique un peu de coalition des minorités contre cette majorité sunnite. Alors il y a du clientélisme, il y a de la politique, évidemment. On voit cette photo de membres du Hezbollah à Maloula. Bien sûr, Syrie, avec le drapeau à Hezbollah, à côté de la Vierge Marie, etc. Saluer Jésus devant la statue. Alors évidemment, mais en fait, ça reste quand même. Je veux dire, ok, tout n'est que escroquerie en politique. Il y a pas d'amis, il y a pas d'ennemis, il y a que des intérêts, comme disait Churchill, etc. Mais en fait, on peut quand même choisir le bon camp, même si c'est par intérêt. Mais quand c'est par intérêt et qu'en plus de ça, on choisit le camp des salauds, c'est quand même bien dommage. Et en l'occurrence, quoi qu'on reproche à l'islam chiite révolutionnaire ou à l'Iran, en tout cas, ce sont eux qui ont libéré les chrétiens du joug islamiste. Ce sont eux qui ont libéré les villages chrétiens de tout le Qalamoun, et ce sont eux qui ont de la frontière syro-libanaise, exactement, et ce sont eux également qui ont formé
des chrétiens, notamment à Mhardé, en les envoyant tous les 6 mois en Iran, dans un lieu tenu secret, pour les former pendant 3 mois au maniement des armes, à la confection de missiles artisanaux type les orgues de Staline, là, les espèces de missiles Scud qu'ils envoyaient, etc. Ce sont les Iraniens qui leur ont appris à se défendre, à se battre. Voilà. Donc c'est intéressant de voir la confiance ou le crédit ou le respect que les Iraniens avaient gagné. Je sais également que après ils faisaient leur prosélytisme. J'avais entendu à l'époque du chef du Croissant, du directeur du Croissant Rouge à Alep, que il paraîtrait que pendant ce contexte de guerre, les Iraniens avaient ouvert des bureaux pour convertir des sunnites au moyen de quelques milliers de livres syriennes. J'ai entendu, il y a eu plusieurs sources. C'est quelque chose qui se fait, donc c'est pas du tout impossible que c'est ce qu'ils aient fait. Profitant du chaos économique syrien, bien sûr, où, acheter la conversion des sunnites, une paupérisation de la société. Changer la donne démographique, avoir un poids un peu plus important dans la région. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il y avait des massacres de la part de Hayat Tahrir al-Sham qui se sont acharnés, donc les nouveaux maîtres de Damas qui se sont acharnés à massacrer des sunnites qui s'étaient convertis au chiisme. Cette implication en Syrie a beaucoup été critiquée, décriée par les ennemis de l'Iran, par les ennemis du Hezbollah, en disant mais finalement vous qui prétendez combattre Israël, combattre l'impérialisme américain, vous combattez la majorité sunnite. Donc il y a eu ils ont perdu en popularité. Je sais que le Hezbollah, par exemple au Liban, surfait sur une vague de popularité après la guerre contre Israël en 2006, où finalement ils n'avaient pas été vaincus. Ils avaient même gagné cette guerre. Il y a eu un statu quo. Israël a dû partir du territoire et le Hezbollah était clairement glorifié, auréolé de cette victoire. Et en s'impliquant dans le théâtre syrien, donc en luttant contre des Arabes sunnites, ça n'a pas plu à cette majorité sunnite. Oui. En fait, ils ont plu à ces décideurs, donc du coup politiques, de Téhéran, en s'impliquant là, en se disant il en va de notre survie, il faut que vous agissiez. Et finalement, ça a fait du tort et ils ont perdu c'est tout le but en fait c'est toute la raison en fait de ce conflit-là. C'était clairement pour désolidariser les sunnites qui adhéraient à ces milices chiites par l'ennemi commun israélien, de les diviser entre eux, de décrédibiliser les chiites, et toute la raison d'être même de l'État islamique, contrairement à Al-Qaïda qui fait la promotion d'attentats en pays koufars, etc. L'État islamique, lui, a pour priorité de massacrer, lutter contre les hérétiques, l'hérésie de l'islam, donc les chiites en gros. L'ennemi principal, c'est pas les Américains, c'est pas Israël. Ce sont les Iraniens, ce sont les chiites, pas forcément iraniens, mais puisque le pouvoir politico-religieux, le Vatican du monde chiite, est en Iran, c'est très clairement la cible, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, plutôt que de se battre contre nous, qui se battent entre eux. Et ils ont trouvé la faille. Et après, c'est important de préciser que, malheureusement pour les musulmans, on pourra toujours dire que c'est le complot, que c'est Israël, que c'est l'Occident, que ce sont les Américains. Bien sûr, ils connaissent les failles de l'islam. Les sunnites et les chiites se tapent sur la figure depuis la naissance de l'islam, depuis sa genèse. C'est pas quelque chose qui date de la guerre civile en Syrie ou d'une autre dans la région. C'est quelque chose qui fait un rappel à ce qui a toujours existé en fait entre eux. Donc la réalité, c'est que quand on connaît son adversaire, on tape là où ça fait mal. Et ils ont réussi à faire ça, oui. Ouais. À tel point aujourd'hui que on ne sait pas en fait comment la situation est-ce qu'elle va durer comme ça? Est-ce que ce n'est qu'une intermède d'une année, de quelques mois? Est-ce qu'il va y avoir une reprise du conflit? Est-ce on a trouvé que les Iraniens se sont retirés bien vite? C'était ça la question qui m'amène à un peu évoquer l'actualité, parce que tu as passé 5 ans en Syrie, tu as encore des liens avec bon nombre de Syriens. On sait que les Iraniens finalement n'ont pas obtenu les dividendes de la paix. Ils se sont beaucoup impliqués. Il y a eu des milliards de dépensés militairement pour maintenir des bases, pour pas le retour sur investissement. Il n'y a pas eu de retour sur investissement. Dès qu'il y a eu l'arrivée de Hayat Tahrir al-Sham, donc de HTS le 8 décembre à Damas, on sait que les milices iraniennes, les forces iraniennes ont quitté la Syrie, et qu'aujourd'hui c'est un peu des personnes un peu de non grata sur le territoire syrien. On sait même que le Hezbollah a dû retirer ses armes, parce qu'ils avaient des caches d'armes, des casernes, des entrepôts à la frontière syro-libanaise, ont dû retirer ces armes pour éviter qu'elles soient confisquées par les nouveaux maîtres de Damas. Donc aujourd'hui, c'est totalement une nouvelle réalité géopolitique pour l'Iran, qui finalement isole de facto le Hezbollah, donc son bras armé, son bras politique, sa réussite au Levant. Non, c'est sûr. Enfin, la perte est énorme. Je veux dire, il y avait
le chéneau, la partie kurde sur tous les territoires qui sont à l'est de l'Euphrate, en Syrie, qui sont littéralement appuyés, subventionnés, par les Américains. Ouais. Donc déjà, les Américains qui ont environ 2000 soldats présents là-bas et qui empêchaient le régime d'Assad de mettre la main sur les zones pétrolifères. Bien sûr, ouais, toutes les zones gazières, pétrolifères. L'aviation américaine interdisait l'aviation syrienne de voler dans son propre espace aérien. C'est-à-dire que c'était chasse gardée. Il y a eu à chaque fois, en fait, dès que ça s'approchait, il y avait des frappes américaines qui disaient simplement on n'allait pas plus loin, bien parce sûr, que sinon bien sûr. on vous bombarde. Même dans la lutte contre Jabhat al-Nusra au début, quand ils étaient dans ces régions-là, les Syriens ont été menacés très clairement par les Américains de dire voilà, vous ne volez pas ici. Donc il est clair que Al-Qaïm, c'est vraiment le petit point de passage frontière sur le bord de l'Euphrate qui va passer de la Syrie à l'Irak, donc c'est tout au sud-est. Oui, et puis le petit point Al-Qaïm, c'est un petit bled dans ces coins-là, etc. C'était le point de passage en fait, c'était les routes terrestres, c'est-à-dire qu'on parlait terrestre. Exactement, quand on parle de ces gazoducs qui vont de l'Iran à la mer Méditerranée en passant par l'Irak et la Syrie, mais ce gazoduc, avant de le concrétiser, c'était des passages de camions, c'était des colonnes de camions qui empruntaient exactement le même chemin. Et donc, évidemment, le barrage à cet écoulement des ressources et à ce business en cours, c'était la présence kurde. Donc il y avait déjà ce problème-là. D'accord ? Maintenant, là, tout le territoire est d'un côté il y a les Kurdes et de l'autre côté vous avez le rival ancestral de ces chiites sunnites, jadis Al-Qaïda, comment dire. Aujourd'hui on les renomme avec d'autres noms. Oui, on leur donne d'autres noms. Donc évidemment, les Iraniens sont un petit peu. Mais c'est une situation en fait. Il faut vraiment voir comment les choses vont se dessiner. Oui, on voit qu'il y a les Iraniens ont une autre temporalité. Ils pensent le temps long. Bien sûr. Donc ils disent que peut-être que là ça sera éphémère, peut-être qu'il y aura une reprise du conflit, peut-être que le nouveau gouvernement n'arrivera pas à finalement asseoir une certaine souveraineté sur tous les territoires. On le voit au sud où c'est grappillé par Israël, au nord avec les Kurdes, et même il y a une volonté aussi des Alaouites de former un peu une sorte de résidu au niveau de la côte. Donc on voit que ce pays n'est pas du tout uni. Non, clairement. Ouais. On pense à une implosion de l'État syrien en différentes entités confessionnelles, un Djebel Druze au sud-ouest, un Alaouistan au nord-ouest, un Kurdistan dans sa partie nord-est. À la frontière turque. Oui, voilà. En revanche, est-ce que c'est quelque chose que les Turcs vont accepter ? Est-ce que les Turcs vont accepter la formation d'un État comme celui-ci sur leurs frontières ? Oui, mais là, c'est toute la discussion qui est en cours de savoir si les Kurdes vont être du coup intégrés à l'armée nationale syrienne ou s'ils vont garder une forme d'autonomie. Mais là, c'est pas le sujet. Du coup, finalement, l'Iran a perdu une sorte d'influence en Syrie qu'elle avait depuis 1979, donc depuis plus de 40 ans. Il y a la question également, on sait que dans la région, parce qu'on fonctionne là, c'est un entretien par aire un peu géographique, que l'Iran a réussi aussi à avoir un relais au Yémen avec les rebelles yéménites, les Houthis, qui sont présents dans les zones montagneuses, qui contrôlent les 3/4 du Yémen utile, mais qui correspond à 1/3 grosso modo du Yémen. Mais ils n'ont pas du tout cette similitude également religieuse, parce qu'ils sont zaïdites, ils reconnaissent que 7 imams ou 5. C'est 5. C'est au 5e imam qu'il y a une bifurcation, une scission, et en fait les zaïdites sont une branche qui a fait scission dans le chiisme, et en fait ce sont des gens qui se sont beaucoup rapprochés sur le plan théologique du sunnisme. D'accord, c'est dans le système de croyance, mais effectivement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en réalité, à aucun moment, les duodécimains incarnés politiquement, religieusement par les Iraniens, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le Vatican du chiisme, puisqu'ils ont un magistère, ils ont une église, contrairement aux sunnites. Ça pourrait donner lieu à d'autres discussions par la suite, mais voilà, ce lieu du dogme, le velayat et faqih, le wali al-faqih en arabe. Donc la prédominance du religieux sur le politique. Voilà. Ouais. Il est basé à Qom, au sud de Téhéran, d'accord. Jamais il n'avait considéré les zaïdites comme des chiites. Mais c'est dans ces contextes
de guerre vraiment régionale. Contexte géopolitique. D'avoir des proxys et des leviers de pression un peu partout. Hezbollah, Hachd al-Sha'bi en Irak. Donc Hachd al-Sha'bi, donc les mobilisations populaires, ces myriades de milices, on compte à peu près une cinquantaine de brigades. Plus ou moins affiliées à Téhéran. Plus ou moins affiliées à Téhéran et assez disséminées sur tout le territoire irakien. Et ce sont eux qui, en Syrie, ont occupé surtout les territoires qui se situent à l'est de l'Euphrate. Donc, oui, donc pendant le conflit syrien, l'Iran a mobilisé ses milices irakiennes. Exactement. Elle a envoyé à l'est de la Syrie, vous aviez des milices chiites irakiennes. À l'est de la Syrie, vous aviez des milices chiites irakiennes, et à l'ouest de la Syrie, vous aviez des milices chiites libanaises. Libanaises avec le Hezbollah. Donc Liban et Irak se rejoignaient et se partageaient en termes d'occupation et d'affrontement, et se partageaient donc de la Syrie. Et donc c'est la raison donc pour laquelle je rappelle dans ce contexte en fait de guerre que il était important de considérer effectivement un levier de pression avec cette légitimité politico-religieuse que sur les Zaïdites, notamment dans sa rivalité avec Riyad, avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc Bab el-Mandeb, c'est le canal de Suez, c'est une grosse pression sur les Occidentaux, c'est sur Israël. Donc évidemment c'est un pouvoir de nuisance qui n'est pas négligeable, et ils ont une force de frappe qui permet un petit peu d'irriter dans la guerre d'usure aussi Israël, parce qu'ils ont la capacité de viser Israël. On sait que pendant d'octobre 2023 jusqu'au cessez-le-feu de janvier, les Houthis ont mené un nombre considérable d'opérations à l'aide de drones ou de missiles, soit contre les navires commerciaux qui allaient commercer avec Israël, ou soit contre toute la piraterie aussi. Alors c'est pas eux forcément, c'est aussi les Somaliens, mais après c'est intéressant de voir. Moi j'aime beaucoup regarder un petit peu aussi les cartes à l'époque, les Sassanides, les Perses Sassanides, donc avant l'arrivée de l'islam. Ils étaient sur tout le pourtour de la péninsule arabique, ils allaient jusqu'en Éthiopie. L'Arabie... Un retour de l'histoire. Oui, l'Arabie, elle a toujours été au croisement des peuples arabes, perses et indiens. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que nous, quand on regarde une carte, on se dit, tiens, les Iraniens au Yémen et tout. Évidemment, sur le plan étatique, il y a une marge entre les deux. Mais en fait, ce n'est qu'un retour, en fait, de grandes puissances impériales. C'est la réalité implacable en fait de l'histoire, le retour millénaire de grandes puissances qui ont tendance à déborder en fait de leurs frontières politiques, mais les frontières culturelles, l'ère culturelle iranienne, elle est grande, elle est vaste. Et ce n'est pas anormal en fait de se retrouver au Yémen en fait pour les Iraniens. C'est pas un terrain conquis. Je veux dire que c'est pas forcément un terrain conquis. Historique. Oui, bien sûr, mais c'est comme les Français en France-Afrique. Bon les Perses ils débordent sur le monde arabe, sur la péninsule, sur l'Asie centrale, un peu traditionnelle. Bien sûr, complètement. Et même juste pour faire le lien, les liens avec les Libanais datent du XVIe siècle avec des clercs chiites libanais qui étaient venus donner une éducation religieuse aux nouveaux clercs iraniens. Exactement. Perses, voilà, en 1501, quand la Perse est officiellement chiite avec Esmaïl Safavi, on va chercher des clercs chiites, des religieux de Bahreïn, d'Égypte et du Liban. Et c'était principalement du Liban pour venir donner une éducation religieuse à ceux qui devaient amener la doctrine aussi à l'intérieur du pays. Pour légitimer en fait ces nouveaux clercs qui n'avaient pas forcément cette connaissance. Du coup, je pense qu'on a abordé un large spectre de l'influence iranienne. On sait qu'on va pouvoir aborder dans d'autres émissions d'autres questions comme le nationalisme arabe, l'Empire ottoman, l'influence turque, les chrétiens d'Orient, la rivalité sunnite-chiite. Et ça sera l'occasion de se reparler, de se revoir. Du coup, un grand merci à notre invité Alexandre Goudarzi pour cet éclairage passionnant sur un thème ô combien complexe, donc l'influence iranienne au Levant, au Moyen-Orient, sujet d'actualité, sujet historique et géopolitique. J'espère que cet échange, cette discussion vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez aimé cet échange, cette émission, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à ne pas manquer les prochaines émissions. Merci beaucoup et à très bientôt.